Bonsoir, nous avons ce soir avec nous Philippe Pignon, qui est ici dans la Silicon Valley et que j'ai rencontré, que j'ai rencontré le mois dernier au DBF, n'est-ce pas? C'est exact, bonsoir. Bonsoir, je ne me rappelle plus du nom de ta compagnie parce que j'ai vu le site il y a à peu près un mois, j'ai oublié. Ma compagnie s'appelle Sonic Blue. Ah, Sonic Blue, ok. Et l'autre, c'est Cool Hunt, ok. Sonic Blue, et donc ça n'a rien à voir avec la compagnie, quoi. C'est un nom fictitious, quoi. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce nom-là. Ah, d'accord. Sonic, probablement parce que la compagnie a commencé à faire des appareils, des lecteurs MP3. Ah, d'accord. Et des lecteurs portables. Et c'est ça qui a mis la compagnie sur le marché, c'est ça qui l'a rendu célèbre. Et Bleu, je ne sais pas. Blue, ouais, c'est peut-être que ça leur plaisait comme... Mais Sonic, tu dis que c'est parce qu'ils ont fait MP3? Je pense que l'idée générale, il y avait probablement deux idées. La première idée, c'était d'être en compétition avec Sony, la firme japonaise. Ah, Sony. Tant qu'à faire, on s'attaque à de très gros adversaires. Et puis la deuxième, c'était qu'effectivement, le produit le plus en vue de la compagnie à l'époque et toujours maintenant, c'était des lecteurs de fichiers musicaux MP3. Ah bon? Ah bon. Et la compagnie a commencé avec ça. En fait, la compagnie a commencé à soutenir un procès contre un certain nombre de distributeurs de musique enregistrés qui essayaient d'arrêter le développement de la technologie par crainte du piratage. Sonic Blue a gagné son procès et depuis a toujours été en tête de ce marché des lecteurs de son MP3. Ah d'accord, donc c'est quelque chose qui a été adopté mondialement, donc c'est très difficile d'aller en arrière. Voilà, c'est ça. En particulier chez les gens qui veulent écouter leur musique, soit en marchant, soit en faisant du sport, de l'exercice, au bureau, au travail, ce genre de choses. C'est un format très pratique parce qu'il n'y a pas de CD, il n'y a pas de bande, tout est enregistré sur une mémoire magnétique qui va avec l'appareil. Donc voilà, on l'enregistre directement depuis l'ordinateur. Et ils peuvent écouter l'ordinateur sur leurs Voilà, c'est écouteurs. comme s'ils emmenaient toute leur musique enregistrée avec eux. Waouh! Ça, c'est probablement l'origine du nom. Le produit probablement le plus en vue maintenant, parce que les lecteurs de son MP3, maintenant tout le monde en fait un peu, le produit le plus en vue maintenant, c'est ce qui s'appelle en français, je crois, numériscope, qui est donc un magnétoscope numérique. C'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer les émissions ou les films sur une bande magnétique analogique, on enregistre sur un très gros disque dur, ce qui ouvre un certain nombre de possibilités par rapport à la bande magnétique. Oui, ça m'intéresse particulièrement. Alors personnellement. La première de ces possibilités, c'est qu'on peut arrêter une émission télévisée quand elle est en train de se produire, aller ouvrir la porte, répondre au téléphone et revenir et la refaire redémarrer. C'est pas vrai. Voilà, donc ça marche bien. C'est toujours une grosse démonstration qu'on fait pour les amis et la famille. On arrête la télévision et on leur dit voilà, on attend et on revient. Et on reprend le programme au même moment. Exactement. Comment ça? C'est impossible. Si, ça marche parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on arrête, l'enregistrement continue. Ça enregistre. Il y a même des gens qui nous appellent quelquefois en nous disant vous arrêtez l'émission, est-ce que ça va ennuyer d'autres téléspectateurs? Des gens qui ne réalisent pas que ça se passe à leur niveau. À leur niveau. Voilà. Ça, j'ai jamais pensé. Voilà. Tiens, ça se fait? Ça se fait. En réalité. Voilà. Donc ça, c'est la première. Et alors ensuite, on a toutes les touches qu'on peut trouver sur un magnétoscope, c'est-à-dire en avance rapide, le mouvement lent, le retour en arrière. Et puis la grosse innovation qui, bien sûr, nous a mis non seulement sur le marché mondial, mais surtout nous a apporté l'intérêt, quelquefois non désiré d'un certain nombre de gens, c'est l'élimination automatique des publicités. Donc vous avez tous les gens qui mettent des pubs qui vous détestent. Voilà, non seulement ils nous détestent, mais ils nous poursuivent en justice. Ah bon, ils ne veulent pas que vous mettiez ça sur le marché. Voilà, ils veulent pas commencer. Ils ont essayé d'ailleurs en fait de nous empêcher de distribuer les appareils. Il y a eu ce qui s'appelle un protective order en américain. Donc ils ont essayé effectivement de stopper l'expédition et la distribution de ces produits. Ils s'y sont pris trop tard et pas assez bien sans doute. Donc ça y est,
l'oiseau est en dehors de la cage et ça sera très difficile de l'y remettre. Oui, parce que déjà, vous vendez l'appareil. Voilà, on le vend depuis... on vend ce type d'appareil depuis bientôt 4 ans maintenant, mais l'élimination automatique des publicités est une caractéristique qu'on a ajoutée à l'automne passé, c'est-à-dire qu'on l'a depuis à peu près 6 mois. Tu as l'appareil toi-même chez toi? Oui, bien sûr. Et tous les gens qui ont cet appareil nous disent qu'ils ne peuvent plus s'en passer, pratiquement. Ils oublient ce que c'est que la télévision normale. Mais en France, par contre, les gosses, ils aiment bien regarder la pub. Je pense que, ça c'est très vrai, je pense que ce type d'appareil aurait peut-être moins de succès, disons qu'il aurait du succès pour différentes raisons. Ici, là, aux États-Unis, la publicité est extrêmement intrusive. Ouais. Elle n'est pas de très bonne qualité. Il y en a trop. Il y en a pratiquement toutes les 10 minutes et ça devient de pire en pire avec le spectacle. Par contre, en France, non. En France, il y en a un peu avant, un peu après, quelquefois un petit peu au milieu. Et voilà ça. Mais ceci dit, on n'élimine pas la publicité de télévision, on la saute. On saute par-dessus. Donc s'il y a des gens qui veulent absolument regarder la télévision, la publicité télévisée, eh bien ils peuvent ne regarder que la publicité télévisée en fait. Oui, surtout les vendeurs, ils aiment regarder la publicité parce qu'ils veulent savoir comment ça vend, la vente. Et l'idée générale, c'est aussi de permettre, comme c'est numérique, on peut se promener instantanément d'un point à l'autre de l'enregistrement. Donc on peut faire des arrêts sur image, on peut faire de... Alors, une fois que tu as vu tout le programme, il est sur bande. Une fois, le programme est toujours sur disque dur. Si on veut le saut, il est toujours sur disque dur. On fait de très gros disques durs maintenant. Ah bon? Et techniquement, ce qu'on appelle des 320 gigas. Combien de programmes? C'est pas au nombre de programmes, c'est au nombre d'heures d'enregistrement, comme une bande magnétique. Mais on peut enregistrer 320 heures. Pas vrai? Voilà. C'est beaucoup. C'est énorme. Alors moi, si j'ai par exemple 320 heures de programmes que j'ai produits, je peux les mettre sur un disque dur. Voilà. Alors c'est super parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour l'instant. Bon, très bien, il faut en acheter. Alors un disque dur, c'est combien? Les disques durs, ce qui est intéressant dans la technologie du disque dur, c'est qu'il y a à peu près 4 ans, quand on a commencé dans ce business, on trouvait des disques durs, disons, de l'ordre de 14, qui pouvaient enregistrer 14 heures de programme. Et il fallait les payer à peu près 140 $. C'est pas cher parce que si j'ai 600 programmes, une demi-heure chacun, ça me fait 300 heures. Donc c'est exactement ce qu'il me faut pour l'instant. Ce qui est encore mieux, c'est que depuis 4 ans, la capacité de ces disques, qui fait à peu près 10 Donc pour 200 $, je peux stocker tous mes programmes? C'est moins de 200 $, parce qu'en fait maintenant on trouve des disques durs de 160 heures de capacité, donc 16 fois la capacité d'origine, pour à peu près la moitié du prix, donc 70 $. Donc autrement dit, ça veut dire que le prix de l'heure a été divisé par à peu près 20, un facteur de 32. Donc ce qui va me coûter, c'est de mettre chaque programme sur ce disque dur. Voilà, c'est ça. C'est les opérations manuelles qui restent encore. Il faut que je mette chaque fois la cassette et que j'ai... Et il faut donc que j'ai le disque dur avec le magnéto qui va l'enregistrer. Et puis un autre magnéto où je vais faire le playing. Alors pour nos appareils, c'est très exactement comme un magnétoscope, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer ce qu'on a enregistré sur le disque dur, on peut le transférer sur une bande, on peut aussi enregistrer depuis la bande sur le disque dur. C'est ce que j'ai les bandes. Voilà. Donc ce que font pratiquement les gens qui utilisent ce genre d'appareil, c'est que très souvent, ils ont des bandes magnétiques de vidéos de vacances ou de mariage. Et ils les mettent dessus. Et ils les mettent sur leur disque dur. Une autre des caractéristiques du produit qu'on vient de mettre sur le marché, c'est qu'on peut envoyer ces enregistrements par Internet à des amis ou de la famille ou ce genre de... D'accord. Donc je veux mettre, disons comme tu as dit, 320 heures. Voilà. Il me faudra donc le disque dur qui va mettre 320 heures, qui va stocker 320 heures. Alors il me faudra la machine, un magnéto, et quoi d'autre? C'est à peu près tout, un câble entre les deux. Et un câble entre les deux. Donc il me faut à peu près un investissement de 600 $? C'est à peu près ça, oui. Le prix de ces appareils a beaucoup baissé. Au début, il y a 4 ans, ils se vendaient pour de l'ordre de 1500 $. Et en ce moment, on trouve les prix de l'ordre de 300. Là. Très bien. Voilà, je veux ça. D'accord. Parce que j'ai des programmes que j'ai enregistrés en 87 qui commencent à se décomposer. Voilà. Et ça m'inquiète énormément parce que je ne veux pas les perdre. Et si je les mets sur le disque dur, c'est bien. Oui. Disons que c'est une garantie supplémentaire qui se conserveront, parce qu'on peut les... L'intérêt du numérique par rapport au digital, c'est qu'on peut faire des copies parfaites. Ouais. C'est-à-dire qu'à la différence d'une copie faite sur un magnétoscope
copie de copie de copie de copie. Après une dizaine d'opérations de ce genre, le film, l'émission originale est à peu près illisible. Et après, je peux voir si j'ai bien enregistré ce que je veux enregistrer. Alors que la copie numérique, elle, par définition, est parfaite, et par conséquent, la copie qu'on obtient est exactement identique à l'original. Ah oui, c'est bien ça aussi. Ça, c'est la garantie du numérique. Ah ouais. Donc, plus tous les avantages de pouvoir se déplacer instantanément d'un point à l'autre, alors que sur une bande magnétique, pour se déplacer d'un point à l'autre, il faut défiler toute la bande. Donc je peux faire 1 heure par jour et disons en 300 jours, j'aurais tout fait. Pratiquement. C'est comme ça que l'élimination des publicités a commencé. L'idée générale, c'était qu'aux États-Unis, un spot publicitaire dure à peu près 30 secondes. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est sur l'appareil, on a mis un saut en avant de 30 secondes. Mais l'idée générale, c'est que c'était vraiment un saut en avant, c'est-à-dire qu'on sautait instantanément. À l'opposé d'une bande magnétique pour laquelle il faut dépiler la bande pour passer 30 secondes. On est devenu de plus en plus courageux parce qu'évidemment, on se doutait bien que les studios hollywoodiens et les gens qui vivent de la publicité sur la télévision nationale n'aimeraient pas ça. On a donc petit à petit accoutumé à l'idée. En fait, j'ai beaucoup poussé pour ça à l'intérieur de ma compagnie, à l'idée que les gens utilisaient cet appareil énormément pour sauter les publicités dans la télévision commerciale. Et par conséquent, on a franchi le pas, pour ainsi dire. Et au lieu de laisser la décision de sauter la publicité à l'utilisateur et à sa télécommande, on a dit on va implémenter le système qui leur permettra de faire ça automatiquement. Ce qui fait que les gens n'ont même plus besoin d'avoir le doigt sur le bouton de la télécommande pour éliminer ce qu'ils ne veulent pas voir ou sauter les passages qui ne les intéressent pas. Ils n'ont même pas besoin de faire ça. Voilà, ça se fait automatiquement. Comment? Alors, il y a un truc qu'il détecte? Voilà, c'est ça. Donc, on enregistre la totalité de l'émission et puis on se base sur des régularités de son. Dès que ça change de son. C'est-à-dire qu'il y a deux événements qu'on détecte. On détecte effectivement les chutes de son qui précèdent typiquement la publicité et puis les écrans noirs qui aussi précèdent. Donc la première chose à détecter, c'est la coïncidence d'écran noir et de chute de son. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on a cette coïncidence, on n'est pas complètement sûr que ça soit une publicité, parce qu'il peut y avoir des films dans lesquels il y a un passage noir et par la même occasion, il y a une chute de son. Ça n'arrive pas très souvent parce que typiquement dans les films du genre X-Files, par exemple, X-Files, c'est une émission renommée dans notre compagnie parce qu'elle a très souvent des écrans très noirs. Je ne sais pas si c'est un trait commun à tous les films de science-fiction, mais ils ont très souvent des écrans noirs. Mais comme les passages noirs correspondent en général à des moments assez dramatiques, la musique est en fait très forte à ce moment-là. Et donc, par conséquent, on a très souvent, on se trompe rarement. Alors, ensuite, une fois qu'on a cette coïncidence entre des chutes sonores et les écrans noirs, il s'agit de voir si on en a plusieurs en séquence. Et si ces séquences sont typiquement séparées par 30 secondes, qui est la durée standard d'un épisode commercial à la télévision. Donc, si on a effectivement une série de au moins 2 ou 3 de ces coïncidences son écran noir et qui se suivent à un intervalle de 30 secondes et qu'on en a séparés par une plage où il ne se passe rien d'au moins 5 à 10 minutes, on se dit, là, on est très certainement en présence d'un commercial, d'une publicité, et on va la sauter. Alors, ce n'est pas complètement sûr, mais on élimine pratiquement 99% de la publicité télévisée de cette manière-là. Ah, super. Et il y a des gens qui aiment ça? Alors, tout le monde aime ça. Les fois qu'ils ont essayé le système, les gens ne supportent plus la publicité télévisée. Ils ne veulent plus voir. Mon programme n'est pas interrompu par de la pub. Oui, c'est bien. Donc je peux en parler en sécurité. Donc alors on pourrait se dire qu'effectivement ça devrait être facile à contrer parce qu'on pourrait se dire il suffirait de faire des spots publicitaires qui fassent 35 secondes par exemple ou bien 40 secondes et ça ne tricherait. Mais en fait le système de la publicité de la télévision commerciale, des publicités qui le financent s'est développé aux États-Unis comme dans le reste du monde d'ailleurs, très lentement. Ça a mis environ 30 ou 40 ans pour le mettre en place. C'est un système extrêmement complexe où la tarification des publicités est faite localement et les gens insèrent des publicités locales. C'est extrêmement difficile de le changer. Donc, on est à peu près certain que le système va rester, que les gens vont toujours commander va rester de cette manière-là. Et donc, on est à peu près sûr. Tu sais combien une pub de 30 secondes a coûté au Super Bowl? Non, mais j'imagine que ça doit chiffrer dans les centaines de milliers de dollars. C'était 30 secondes pour 1,5 million. Voilà. Et donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça, c'est juste pour le airtime. Voilà. Le marché de la publicité, je crois, est évalué à peu près à 200 milliards de dollars annuellement. C'est même pas pour la production de la pub, c'est juste pour les 30 secondes. Oui, je ne suis pas surpris, c'est une très grosse C'est énorme. Donc, si tu fais passer cette pub
10 fois, c'est 15 Voilà. millions, c'est ça? C'est probablement ça. Donc la réaction des publicitaires, de l'industrie publicitaire à ça, au début ça a été du scepticisme, parce que bon, c'était quand même un instrument assez cher, qui ne se vendait pas beaucoup, les gens ne comprenaient pas très bien à quoi il servait, pourquoi on pouvait l'utiliser, etc. Et puis petit à petit, les choses ont commencé à bouger, et l'appareil a commencé à se vendre. Et au moment où on a mis sur le marché cet appareil, donc qui est essentiellement Américain. c'est américain, mais sur le marché américain, et cet appareil qui élimine automatiquement les publicités, comme j'ai dit, on a décidé de sauter le pas. La majorité des studios, je crois il y a à peu près 28 studios hollywoodiens qui ont décidé de nous attaquer en justice pour empêcher cet appareil d'être produit. Et c'est une invention américaine? Le brevet qu'on utilise est américain, et en fait, ce qui est intéressant, et c'est c'est notre meilleure défense en fait, c'est que ce procédé d'élimination de la publicité télévisée existe déjà sur les magnétoscopes. Et il existe sur les magnétoscopes depuis bien 4-5 ans maintenant, donc ça n'est pas vraiment une nouveauté technologique. Mais c'est vrai de tous les gens ne l'activent pas. Si, les gens l'utilisent, mais il y a une grosse différence, c'est que quand c'est sur le domaine numérique, c'est-à-dire en utilisant les magnétoscopes, l'appareil doit défiler la bande. Donc il y a un petit temps de latence qui dépend bien sûr de la durée du spot publicitaire, alors que pour notre appareil, c'est absolument parfait. On peut sauter directement les publicités, on ne sait même pas qu'il y avait une publicité. Ah d'accord, Voilà, parce que comme c'est dans le domaine numérique, on peut passer par une indexation directement d'un point à un autre sans avoir à défiler un support magnétique. Et par conséquent, c'est parfait. Donc c'est ça la grosse innovation. Donc la réaction des studios à ça, c'est une réaction qui n'est pas très intelligente à mon avis, c'est-à-dire d'attaquer en justice pour essayer de stopper la technologie. Donc ça, c'était la première vague de réaction. Qui, à mon avis, ne va pas aller... elle va aller très loin, c'est-à-dire que tout le monde s'attend à ce que ça arrive à la Supreme Cour, c'est-à-dire la plus haute instance américaine, dans le sens où c'est la première fois que quelqu'un, sérieusement, attaque la doctrine, ce qui s'appelle aux États-Unis la doctrine de fair use. Il y a 20 ans, quand Sony a introduit le magnétoscope, la même chose s'est exactement passée, c'est-à-dire que Disney a attaqué Sony, essayant de bloquer la technologie du magnétoscope, disant quand les gens enregistrent Blanche-Neige et les 7 nains, et les passent en famille, les passent pour des amis, les passent plusieurs fois, c'est autant d'argent que Disney ne gagne pas. Et c'est monté pareil jusqu'à la Supreme Cour américaine. La Supreme Cour américaine, à ce moment-là, a promulgué la doctrine du fair use, de l'usage approprié, j'imagine, disant qu'à partir du moment où les copies étaient faites pour un cercle familial et privé, qu'elles n'étaient pas vendues, et qu'on les regardait sans faire payer les gens pour les regarder, c'était autorisé. Et donc, cette doctrine a été à peu près respectée et a commercialement permis le développement du magnétoscope pendant 20 ans. Et donc, 20 ans après, on se rend compte que la réaction de Disney était particulièrement stupide, parce que la majeure partie des revenus d'un film, quel qu'il soit, vient en fait du marché des bandes magnétiques et des bandes vidéo qui sont faites et qui sont distribuées et vendues par la suite. Donc, apparemment, les gens ont du mal à apprendre et à comprendre, puisque pour cette nouvelle technologie, qui est en fait la première fois qu'on attaque sérieusement cette doctrine depuis 20 ans, on retrouve la même réaction, des studios. Mais il y a maintenant, j'ai appris ça il y a à peu près 3-4 semaines, il y a finalement quelqu'un qui s'est dit que au lieu d'essayer d'empêcher la technologie, peut-être on pourrait essayer de nouvelles formes de vente. Donc la première réaction, c'est de dire, si on rend la publicité un peu meilleure au point de vue qualité, si on la rend moins intrusive, si on en a moins souvent, peut-être que les gens seront moins disposés à l'éviter. La deuxième idée, c'est en fait revenir à une très très vieille idée qui date du début de la télévision commerciale, c'est d'avoir des sponsors. C'est-à-dire avoir tel show qui est produit et sponsorisé par une marque de lessive, par une marque de voiture, voilà. Donc ça c'est l'idée, et on a cette idée-là. Et puis la troisième idée, en fait, qui est intéressante en ce sens qu'elle a déjà été mentionnée dans un certain nombre de films. Il y avait ce film qui était dévoué à la vie d'un petit garçon qui avait été pendant toute son existence à la télévision, sur la télévision, The Truman Show. Et donc c'était l'idée que la vie d'un individu avait été filmée depuis la naissance, et on l'accompagnait pendant son adolescence, pendant son âge adulte. Et donc ça c'était l'idée du show, c'était un reality show, mais qu'est-ce qui faisait l'intérêt du show? C'était que tout ce qui était filmé par la caméra était à vendre.
On pouvait acheter tout ce qui se passait. C'est comme ça que le show est fondé. Bon, ça, c'était une idée d'un scénariste de Hollywood qui était venu, qui avait fait cette idée de film. Mais l'idée pratique, c'est qu'en fait, on va trouver cette application-là plutôt qu'on ne pensait. C'est-à-dire que l'idée générale est d'avoir les produits et la publicité pour ces produits filmés dans le corps de l'émission même. Par exemple, on pourrait avoir des concerts de rock avec un gigantesque panneau Pepsi derrière. Donc, il n'y a pas moyen de l'éviter. Voilà. Donc il y a, je crois, un chef d'entreprise anglais, je crois, qui est en train de développer cette idée pour précisément se dire, bon, il y a cette technologie, il est difficilement possible qu'on revienne en arrière puisqu'elle a été développée, ça y est, c'est fini. Donc maintenant, essayons de trouver de nouvelles façons de rentabiliser. L'autre idée, bien sûr, c'est de développer tous les réseaux de vidéo on demand qui permettent de charger des films depuis un serveur central sur une machine dans un living room et pour lesquels les gens payent. Pour l'instant, c'est encore un moyen de distribution assez cher, mais ça va Mais venir. il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Tu regardes un film et il y a 30 secondes de publicité. Qu'est-ce que tu vas regarder pendant ces 30 secondes? Alors ça, c'est une bonne question. L'idée générale, c'est qu'il faut se donner un tampon temporel. C'est-à-dire qu'on commence à enregistrer le film qu'on va regarder, mais on ne commence pas à le regarder tout de suite. La machine enregistre 15 minutes, 20 minutes, et puis on commence à regarder le film 15 ou 20 minutes ensuite. Et donc, quand on regarde la télévision, on saute, et on finit par se retrouver. C'est sur le disque dur, le début, c'est ça? Voilà. D'accord, c'est une bonne idée. Mais en fait, on s'est rendu compte, parce qu'on conserve des statistiques et on a fait des enquêtes sur la façon dont les gens utilisaient cet appareil. On s'est rendu compte que la majorité des gens, en fait, regardent un spectacle enregistré 1 heure après. Une heure après. Donc c'est les gens qui n'ont pas le temps de le regarder au ce qu'on appelle le prime time, c'est-à-dire l'heure de grande écoute. Ils arrivent à tard et ils le regardent 1 heure après. Et le seuil suivant, c'est 1 jour après. Alors c'est tout sur le disque dur alors. Tout est sur le disque dur, donc les gens peuvent retourner à ce disque dur et revisiter ce qu'ils ont enregistré. La machine, bien sûr, parce qu'on fait quand même les choses de manière intelligente, on n'a pas besoin de la programmer. C'est-à-dire qu'on dit une fois qu'on veut enregistrer tel spectacle, telle émission, mettons Friends, qui est une émission très, très, très célèbre de la télévision américaine, on dit une bonne fois pour toutes, je veux enregistrer tous les épisodes de Friends, et la machine les trouvera, quel que soit le canal, les trouvera et les enregistrera automatiquement. Donc on n'a plus à s'en soucier. Il y a une façon d'aller plus loin qui est de dire je veux enregistrer tous les shows ou tous les films où il y a Sandra Bullock, si on est un fan de Sandra Bullock ou d'un acteur. Si on est intéressé par, je ne sais pas moi, le jardinage, on enregistrera toutes les émissions qui contiennent le mot jardinage ou qui ont trait au jardinage. Tu peux programmer ton truc. Voilà, on le programme de manière à ce qu'il enregistre ce qui intéresse. Et donc, du coup, on se libère de la notion de canal, d'horaire, d'écoute. On peut pratiquement, on n'est plus du tout lié à quelques contraintes que ce soit en ce qui concerne l'émission. Tu dois quand même mettre une certaine chaîne. Non, parce qu'on dit je veux regarder Friends et le système va chercher sur toutes les chaînes où se trouve Friends. Il va le trouver et l'enregistrer à la bonne heure. Et donc ensuite, on peut ouvrir sa télévision au milieu de la nuit quand en principe il n'y a pas grand-chose qui se passe et regarder ce qu'on a enregistré la semaine passée et trouver ce qui. Mais alors la télévision est allumée toute la semaine? L'appareil fonctionne en permanence, 24 heures sur 24. La télévision n'a pas besoin d'être allumée. La télévision n'a pas besoin d'être allumée? C'est pas vrai. C'est magique alors. Donc la télévision n'a pas besoin d'être allumée, l'appareil fonctionne 24 heures sur 24, il est tout le temps en train de chercher. On reçoit une fois par jour les informations. C'est ça qui est intéressant. On a découvert que ça augmente le taux d'écoute. Voilà. On sait que les familles américaines, en moyenne, je crois, je ne sais plus, c'est complètement fou, c'est de l'ordre de 6 à 9 heures de télévision par jour. Et toi? On pouvait penser que c'était bien, que ça suffisait, qu'on ne pouvait pas en faire plus. Et avec cet appareil-là, on s'est rendu compte que les gens regardent encore plus de télévision. Et toi, tu regardes combien de temps par jour? Moi, j'ai pas le temps de regarder la télévision. Malgré que tu as accès à l'appareil? Voilà. Ah bon? Et quand tu étais petit, tu aimais la télévision? J'ai grandi sans télévision. Ça c'est encore plus... Voilà, donc moi la télévision est arrivée dans la famille quand j'avais déjà 12-13 ans et donc c'était trop tard. Mais est-ce qu'entre 12-13 ans et 20 ans tu regardais beaucoup? Non, pas vraiment. Pas vraiment.
Mais tu allais beaucoup au cinéma, peut-être. Oui, c'est ça. Donc j'avais d'autres centres d'intérêt. D'accord. Mais on s'est alors, rendu compte qu'effectivement, les gens donc regardent tu plus la as télévision. atterri dans cette compagnie, pas parce que tu aimes la télévision, mais parce que c'est quelque Je chose suis atterri qui dans est... cette compagnie. J'ai commencé dans cette compagnie à la grande époque des startups, Ah, d'accord. c'est-à-dire il y a 4-5 ans, où on n'avait pas vraiment besoin d'être spécialiste d'un quelconque domaine pour récupérer un travail quelconque. Il suffisait de prouver qu'on était suffisamment enthousiaste et qu'on avait fait d'autres choses dans d'autres domaines de manière assez convaincante. Donc tu as démarré comment? Alors comme je suis engineer? voilà, c'est ça. J'ai démarré dans cette compagnie comme ingénieur, comme chef d'équipe. D'accord, Donc ouais. j'avais 8 ingénieurs. Et puis comme c'était donc à l'époque du gros boom des startups, la compagnie est passée de peut-être, je crois que j'étais numéro 100, la compagnie est passée à 300 l'espace du 6 à 8 mois. Donc j'ai eu à recruter, à augmenter les équipes, etc. Donc c'est de cette Quand manière-là. tu dis 100 à 300, tu veux dire le nombre d'employés? Voilà. Ah, d'accord, parce que la compagnie se développait. Voilà, et c'était l'époque où l'argent était extrêmement facile à trouver, où il y avait beaucoup d'investissements de la part de toutes sortes d'institutions qui cherchaient à développer de nouvelles technologies. Maintenant, il faut vendre ce que vous avez inventé. Voilà, exactement. Il faut faire de l'argent, il faut être profitable. Maintenant, il faut vendre. Voilà. D'accord, donc vous recrutez des vendeurs. Oui, on recrute des vendeurs, on recrute surtout une infrastructure de commerciale. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. L'un des gros problèmes de cet appareil-là, c'est que le grand public a toujours un peu de mal à comprendre exactement à quoi ils servent. En fait, c'était ça l'idée de mettre sur le marché un appareil qui éliminait les publicités, parce que le concept lui-même de numériscope, en disant bon, on enregistre les émissions sur un disque dur, so what, comme disent les Américains, qu'est-ce que ça change, à quoi est-ce que ça rime. Donc, bien sûr, on peut expliquer qu'on peut arrêter l'image de la télévision, on peut faire des retours en arrière, on peut programmer pour enregistrer. Mais tout ça, c'est pas vraiment très convaincant, c'est pas un concept simple qu'on peut vendre. Et tout le monde avait ce problème. Mais vous avez trouvé aussi d'autres ennemis, c'est ceux qui vendent les disques de Deezer. Parce que comme IMT... On ne trouve plus de disques de Deezer. Ah bon? Non, c'est la technologie, et spécialement la technologie des disques croît à une vitesse phénoménale. Ah, ça change. Et donc, les fabricants de disques qui nous vendaient des disques de 10 heures il y a 4 ans, maintenant ils ne vendent plus de disques de 10 heures, ils vendent des disques de 160 heures. Ce sont les mêmes. D'accord, ce sont les mêmes. Donc on n'a pas de problème de ce côté-là. Ah, d'accord. Donc les gens achètent plus d'heures. Voilà, c'est ça. Et en fait, au début, on avait de gros problèmes parce que 10-14 heures, c'est pas beaucoup. Donc les gens devaient faire beaucoup de ménage. Ils devaient nettoyer leurs disques, ils devaient éliminer Non, mais la compagnie IMT qui permet de storer sur des petits disques durs, elle fait des petits disques. On ne fait pas des disques de 160 heures. Alors ceux-là, je ne les connais pas. Ah bon? On a toujours cherché à acheter les plus gros disques durs, la plus grosse capacité qui soit disponible sur le marché. C'est le principe de l'appareil. On cherche à donner le plus d'heures d'enregistrement possible. Parce que, comme je le disais, il y a 4 ans, c'était un petit peu... Oui, c'est 320 avec 2 disques, de 160 heures chacun. Ah, d'accord. Au début, c'était un gros problème pour les utilisateurs parce qu'ils devaient faire du ménage. Il fallait qu'ils gèrent un peu leurs disques, qu'ils enlèvent les spectacles qu'ils enregistraient. Maintenant, c'est exactement, c'était comme les ordinateurs à l'époque. Maintenant, on s'en soucie plus. L'espace disque est devenu tellement abondant et tellement peu cher qu'on peut se permettre d'ignorer tout ce qui se passe sur la machine. La machine finira bien par nettoyer le disque elle-même. Les anciens chauds. Voilà, c'est ça. Donc ça marche de cette manière-là. Ouais, Mais c'est un paradigme qu'on trouve très souvent dans cette technologie, qui est qu'au début, on a des ressources assez contraintes, donc on est obligé de mettre en place des algorithmes un peu sophistiqués pour compenser le manque de ressources. Des algorithmes qui sont sophistiqués, compliqués, qui en général ne marchent pas très bien. Et